Alors, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier d'être ici aujourd'hui et je remercie également les organisateurs de ce superbe colloque. Alors, je m'intéresse depuis longtemps à la question de l'apparence physique au travail. C'était d'ailleurs le sujet de ma thèse de doctorat. Et aujourd'hui, je vous présente l'état du droit québécois sur les codes vestimentaires sexualisés au travail et la question du port obligatoire du soutien-gorge, en milieu de travail sous l'angle du droit à l'égalité. Alors, vous avez le plan de ma présentation à l'écran. Je vais commencer par une mise en contexte. Ensuite, je vais analyser la question des codes vestimentaires sexualisés et le droit à l'égalité pour finalement appliquer les principes au code du port obligatoire du soutien-gorge. Alors, dans les dernières années, en raison évidemment de mes intérêts de recherche, on m'a posé plusieurs fois de façon étonnante la question à savoir, est-ce qu'un employeur peut obliger une salariée à porter le soutien-gorge au travail? De plus en plus de femmes décident de ne pas porter le soutien-gorge. C'est une pratique donc de plus en plus répandue et particulièrement chez les plus jeunes. Donc, je me suis attardée aux répercussions de cette tendance en milieu de travail. D'abord, il faut savoir qu'il y a très peu d'écrits en droit québécois et en droit canadien à ce sujet. Et il n'y a pas de décision spécifique qui porte là-dessus dans la jurisprudence québécoise, mais il y a énormément d'articles sociologiques sur le sujet, comme vous pouvez vous en douter, et il y a également beaucoup d'articles dans les médias. Il y a d'ailleurs deux cas importants qui ont été rapportés en Ontario et en Colombie-Britannique de salariés qui avaient été congédiés parce qu'elles refusaient de porter le soutien-gorge, au travail. Alors, selon les principes de droit du travail, si on part de la base, l'employeur détient le pouvoir d'élaborer des politiques qui portent sur l'apparence physique, au terme donc de ses droits de direction qui découlent notamment de l'article 2085 du Code civil du Québec. Donc, l'employeur peut légalement adopter un code vestimentaire dans son entreprise, mais la jurisprudence reconnaît clairement que la Charte québécoise va limiter ce pouvoir patronal. Sur le plan juridique, la question pose une double problématique. D'abord, elle met en cause la question du droit à l'égalité et de la discrimination fondée sur le sexe. Et c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, il faut savoir qu'elle implique également le droit, si on peut dire, de choisir son apparence au travail. Et ce droit, est, selon la jurisprudence, encore une fois, est reconnu comme protégé par plusieurs droits qui sont formellement consacrés par la Charte québécoise, notamment le droit à la vie privée, la liberté d'expression. Mais aujourd'hui, je me concentre sur le droit à l'égalité et le droit à la non-discrimination, donc en droit québécois avec quelques incursions en droit canadien. L'un des principaux avantages de soulever le droit à l'égalité, Charles en a parlé un peu plus tôt, par rapport au fait de le recours au tribunal des droits de la personne. En fait, c'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a compétence pour recevoir les plaintes de discrimination, mais elle n'a pas compétence pour recevoir une plainte d'atteinte au droit à la vie privée, par exemple. Et donc, c'est un avantage majeur, particulièrement pour les personnes qui ne sont pas syndiquées. Avant de poursuivre, c'est essentiel de préciser ce qu'on entend par code vestimentaire sexualisé. Donc, évidemment, on parle de règles d'entreprise ici qui sont fondées sur le sexe ou le genre et qui encadrent l'apparence personnelle ou la tenue vestimentaire. On pense rapidement à tout ce qui est uniforme, dit sexy, au port de talons hauts, des jupes courtes, les décolletés plongeants. Bref, on pense rapidement à ça lorsqu'on parle au code vestimentaire sexualisé. Également, il y a l'exigence de porter un maquillage élaboré pour les femmes qui a fait l'objet d'une décision assez célèbre aux États-Unis dans l'affaire Jesperson. Donc, c'est une autre forme de de code vestimentaire sexualisé. Et à noter que ça peut également viser les hommes. Donc, tout ce qui est, par exemple, si on parle de la longueur des cheveux, du port des boucles d'oreilles, donc ça a déjà été l'objet de décisions également. Donc, ça ne vise pas uniquement que les femmes, mais aujourd'hui, on se concentre davantage sur les femmes puisqu'on parle du port du soutien-gorge. La Commission ontarienne des droits de la personne s'est particulièrement intéressée à la question des codes vestimentaires sexualisés. Elle avait reçu de nombreuses plaintes de salariés qui provenaient principalement du milieu de la restauration et des bars et qui se plaignaient justement de ces exigences sexualisées, du port obligatoire du talon haut, de la mini-jupe, des décolletés plongeants encore une fois. Et donc, la Commission ontarienne a fait une enquête et a émis une position sur son site avec plusieurs documents pour accompagner les employeurs en ce qui concerne justement ces codes vestimentaires sexualisés que la Commission déclare discriminatoires.
En bref, elle exprime que ces exigences sont discriminatoires et illégales, à moins que l'employeur puisse prouver que son code vestimentaire est légitimement nécessaire pour les fins de l'emploi, ce qui semble assez rare, du moins selon l'avis toujours de la Commission ontarienne, en ce qui concerne les milieux comme les restaurants et les bars. Cette initiative de la Commission a eu des conséquences importantes, notamment elle a certainement contribué à l'interdiction qui est maintenant présente dans la loi sur la santé et la sécurité du travail en Ontario, l'interdiction du port de talons hauts. C'est également dans la loi sur la santé et la sécurité du travail de la Colombie-Britannique, donc cette interdiction aux employeurs d'imposer le port des talons hauts pour les salariés. À noter que cette position est fondée sur le Code des droits de la personne de l'Ontario, mais nous croyons qu'elle est tout aussi valable pour ce qui est de la Charte québécoise, puisque les principes en matière de droit à l'égalité sont comparables. Donc, les dispositions pertinentes de la Charte québécoise, vous les avez ici à l'écran. Évidemment, on va parler ici de l'article 10 et de l'article 16, donc de discrimination fondée sur le sexe dans les conditions de travail, et l'article 20 qui va servir de moyen de défense pour l'employeur pour démontrer finalement que son code vestimentaire constitue une exigence professionnelle justifiée. À noter que l'article 10 n'inclut pas le motif de l'apparence physique ou de l'apparence personnelle. Et il faut savoir qu'il n'y a aucune loi au Canada, en fait, qui va contenir ce motif de discrimination. Donc, ce n'est pas un problème dans le cadre de la question qui nous occupe aujourd'hui, puisque la discrimination fondée sur le sexe est clairement protégée, en fait, est clairement interdite par l'article 10. Mais dans le cadre de ma recherche sur l'apparence physique en général, c'était effectivement un problème pour ce qui est de la question du droit à l'égalité. Si on revient donc au code vestimentaire sexualisé, pour démontrer qu'un code vestimentaire porte atteinte donc au droit à l'égalité, c'est le cadre développé et réaffirmé, si on peut dire, dans l'arrêt Bombardier de la Cour suprême, donc que vous avez à l'écran ici. Alors, si on fait l'exercice pour les codes vestimentaires sexualisés, on peut voir rapidement donc qu'il s'agit d'une distinction. Donc, clairement, par définition, si on peut dire, les codes vestimentaires sexualisés vont prévoir des exigences différentes en fonction du sexe, vont imposer des fardeaux différents, donc en fonction du sexe. Alors, on a cette distinction qui est présente, fondée sur un motif limitativement énuméré, le sexe. Donc, ici, on y va, ça satisfait la deuxième étape. Et cette distinction fondée sur le sexe doit avoir pour effet de détruire ou de compromettre le droit à l'égalité dans la reconnaissance d'un autre droit, qui est ici l'article 16, soit dans les conditions de travail plus précisément. Ces politiques peuvent causer, si on peut dire, une distinction préjudiciable aux personnes qui vont être visées. On peut penser à une atteinte à la dignité, même si elle n'est pas nécessaire pour prouver la discrimination au Québec comme au Canada. Mais on peut penser également du fait de se sentir traité comme une marchandise, ce qui n'est pas l'objectif du droit du travail, et tout le contraire. On peut souvent penser à des questions aussi d'autonomie personnelle, de confort, de choix. Bref, la distinction préjudiciable semble assez facile à démontrer ici. Les codes vestimentaires sexualisés, en fait, vont renforcer les stéréotypes et les idées sexistes, particulièrement par rapport aux femmes. Et donc, c'était la position de la Commission ontarienne. Il faut savoir que la Commission des droits de la personne du Québec s'est déjà prononcée également sur le sujet à l'effet que les codes vestimentaires sexualisés pouvaient constituer une telle discrimination. Qu'est-ce qu'en dit la jurisprudence? Eh bien, il n'y a pas de décision récente que j'ai répertoriée dans la jurisprudence québécoise, mais vous avez à l'écran deux décisions. Les deux premières, en fait, où on avait conclu que des serveuses dans des restaurants avaient été l'objet de congédiements injustifiés. Principalement, en fait, les faits se ressemblaient un peu dans les deux décisions et les salariés avaient refusé de se conformer au code vestimentaire sexualisé qui exigeait les talons hauts, la jupe courte, les vêtements moulants. Et donc, ce sont deux décisions dans lesquelles on en est venu à conclure que les codes vestimentaires, donc sexualisés, constituaient de la discrimination injustifiée. Et également, ce qui est intéressant dans les deux premières décisions, c'est qu'on revenait sur l'atteinte à la dignité. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire, sauf que on a vraiment mis l'accent là-dessus, sur le fait qu'il s'agissait vraiment d'une atteinte à la dignité des salariés de se voir imposer un tel code vestimentaire. La dernière décision est d'ailleurs uniquement fondée sur l'atteinte à la dignité, où des salariés avaient été congédiés pour le refus de porter un T-shirt transparent, où on avait ici encore considéré qu'il s'agissait d'un congédiement injustifié. Alors donc, lorsque l'atteinte au droit à l'égalité est démontrée, le fardeau se transfère à l'employeur qui a la possibilité de justifier cette atteinte au droit à l'égalité.
Ici, c'est l'article 20 qui va nous servir, qui peut servir en fait à l'employeur pour justifier une atteinte au droit à l'égalité. Généralement, l'employeur va pouvoir plus facilement justifier des atteintes au droit à l'égalité lorsque des motifs de santé et de sécurité vont être en cause. Donc, dans mon champ d'études plus large sur l'apparence physique au travail, en fait, je constatais effectivement que dès que des considérations de santé et sécurité sont soulevées, eh bien, c'est plus facile pour les employeurs de justifier des politiques, particulièrement des codes vestimentaires, alors que lorsque seulement l'image de l'entreprise est invoquée, là, le fardeau, il est plus lourd. Donc, c'est le test de l'exigence professionnelle justifiée que l'employeur doit franchir, un test qui découle de l'arrêt Meillorine et que vous avez ici, donc, à l'écran. Donc, l'employeur doit prouver qu'il a adopté le code vestimentaire dans un but rationnellement lié à l'exécution du travail en cause et que le code vestimentaire est nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail. Donc, c'est ici que l'employeur doit démontrer qu'il ne peut accommoder le salarié, la salariée ici, plus souvent, sans subir de contraintes excessives. Bien que les facteurs de la contrainte excessive varient et sont nombreux et qu'une analyse contextuelle est toujours nécessaire, il est assez difficile d'imaginer qu'un employeur puisse franchir ces étapes dans des milieux de travail conventionnels. La jurisprudence est également très claire à l'effet que les préférences de la clientèle ne peuvent pas justifier des exigences discriminatoires et également dans la jurisprudence plus large sur l'apparence physique au travail, le fardeau est assez lourd pour l'employeur pour justifier de telles politiques. Voyons maintenant ces principes appliqués au cas du port obligatoire du soutien-gorge au travail. Eh bien, on peut dire qu'on est maintenant dans une société qui est marquée par la diversité et qui valorise l'individualité. Donc, les modes et les codes sociaux vont parfois changer, évoluer plus rapidement que les mentalités. Et donc, le port du soutien-gorge, comme je vous le disais en introduction, ce n'est plus aussi accepté, si on peut dire, que ça ne l'a été auparavant. Le soutien-gorge, il faut savoir qu'il a une lourde charge symbolique, donc à la fois un symbole d'oppression et d'émancipation. Donc, il revêt de nombreuses significations, bien que la plupart des femmes, en fait, plusieurs femmes vont le porter sans nécessairement se poser de questions. Donc, le port du soutien-gorge faisait consensus, comme je vous le disais, dans le passé, mais de nombreuses femmes délaissent maintenant cette pratique, que ce soit par conviction féministe, par préférence personnelle ou par souci de confort, tout simplement. Dans une ère post-pandémie, ce souci de confort, si on peut dire, est d'autant plus présent. Donc, c'est une tendance qu'on observe également au milieu de travail, comme je vous le mentionnais. Et donc, ça peut être normal pour un employeur de se questionner sur la possibilité de l'imposer, ce soutien-gorge, aux membres de son personnel, membres féminins, pardon, de son personnel. Je reviens sur la position de la Commission ontarienne des droits de la personne qui avait donc émis cette opinion sur le fait que les codes vestimentaires sexualisés étaient discriminatoires et elle avait fourni une liste de documents et une liste d'exemples d'exigences qui constituaient effectivement de la discrimination. Et dans cette liste, d'abord, on y retrouvait le fait de dire aux membres féminins du personnel quels sous-vêtements elles devraient porter ou elles ne devraient pas porter. Donc, ça constituait clairement un exemple dans la liste de la commission. Donc, on peut penser que cette règle qui est uniquement imposée aux femmes constitue de la discrimination puisqu'elle les soumet à des obligations plus strictes ou plus contraignantes qu'à leurs collègues, que leurs collègues masculins. Alors donc, on peut penser là, assez clairement que l'obligation de porter un soutien-gorge au travail, il s'agit d'une exigence discriminatoire puisqu'elle cause une distinction préjudiciable fondée sur le sexe dans les conditions de travail. Et quant à la justification de l'employeur, eh bien ici, il est assez difficile d'imaginer un employeur qui franchirait le fardeau assez lourd du test de Meillorine et de l'article 20 de l'exigence professionnelle justifiée, comme on a vu un peu plus tôt. Alors, à la question, est-ce qu'un employeur peut imposer le port du soutien-gorge à ses salariés? La réponse, c'est non, à moins que l'employeur puisse démontrer, évidemment, qu'il s'agit d'une exigence professionnelle justifiée.
Aujourd'hui, je vous ai parlé davantage de la discrimination fondée sur le sexe, mais il faut savoir qu'on peut facilement penser que les codes vestimentaires sexualisés pourraient avoir un effet sur les personnes trans, les personnes non-binaires, et donc, je vous rappelle que l'article 10 interdit la discrimination fondée sur l'expression de genre, qui est un motif qui serait particulièrement approprié pour une personne trans, par exemple, pour contester l'exigence de l'employeur de porter un soutien-gorge si c'était le cas, ou de contester un code vestimentaire qui serait sexualisé de manière générale. Jusqu'à maintenant, il faut savoir par contre que la jurisprudence n'a pas accepté que des personnes cisgenres invoquent le motif de l'expression de genre. Mais la jurisprudence en est à ses premiers balbutiements, on peut dire. C'est un motif qui a été ajouté dans la plupart des lois au Québec et au Canada en 2016-2017. Donc, peut-être que la jurisprudence va évoluer sur cette question, mais on peut vraiment penser assez facilement que ce ne serait pas un problème, que notre analyse pourrait être utilisée par des personnes trans ou non binaires. Je vous remercie de votre attention.